Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au MAMAC. Aujourd'hui, on va découvrir un ensemble clé des collections du MAMAC. Ce sont des œuvres des mouvements pop et nouveau réaliste. Alors ce sont deux mouvements phares du XXe siècle qui sont sans doute parmi les plus populaires de la deuxième moitié du XXe et on va essayer de rentrer un petit peu dans cet univers pop. Alors qu'est-ce que c'est le pop? C'est vrai que ça sonne comme une onomatopée, c'est le nom international de ce mouvement qui est né d'abord en Europe, plutôt en Angleterre et en France, avec notamment beaucoup d'artistes venus de Nice, et aux États-Unis. Et c'est vraiment le fruit de toute une génération qui a été adolescente pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui, à l'âge adulte, se retrouve plongée dans un monde en pleine métamorphose, en pleine transformation. Les villes, tout à coup, se parent d'enseignes néons sur les boutiques, les supermarchés apparaissent, la production en série d'objets en plastique et en vinyle se multiplie, des grandes affiches égayent les rues des villes, et bref, c'est le début de la société que nous connaissons aujourd'hui, celle de consommation de masse et des loisirs. Et donc les artistes vont s'emparer de ce qu'ils vont appeler le merveilleux moderne. Ils vont essayer d'utiliser finalement à la fois ce qu'il y a de plus trivial, les objets produits par cette nouvelle société, mais aussi les icônes du cinéma, les jeunes starlets en vogue. Et tout cet univers finalement va rentrer progressivement dans les musées et devenir le sujet de leur œuvre. Alors ici, nous sommes devant une œuvre de Raymond Hince qui s'appelle l'Aceïta. L'Aceïta, ce sont les manufactures de tabac françaises de l'époque. Et on voit comment Raymond Hince s'empare d'un objet qui est complètement trivial, qui est habituellement dans le fond de nos poches ou sur le coin d'une table, une pochette d'allumettes. Et il en fait un agrandissement démesuré, comme pour en faire une sorte de totem de ces objets qui nous entourent. Alors il a pris le soin de casser un certain nombre de ces allumettes comme si elles étaient en fonctionnement et de gratter la surface qui permet de l'enflammer. Donc il y a à la fois un geste de transfert du quotidien dans le monde de l'art, mais aussi un geste complètement parodique, puisqu'évidemment il y a aussi de l'autodérision dans cet agrandissement démesuré d'un objet extrêmement trivial. Alors de l'autre côté de l'Atlantique, James Rosenquist peint ce grand portrait de Bo Diddley, qui est un jazzman célèbre de l'époque, qui va influencer de jeunes artistes naissants, les futurs rockers. Et James Rosenquist peint ce portrait de manière non naturaliste. On voit qu'il est brossé de manière très simple, avec des traits assez simples et simplificateurs même, et un ton de peau qui n'est pas naturaliste. On est vraiment plus proche de l'univers de la bande dessinée. La tête extrêmement agrandie peut renvoyer aussi à l'univers de la publicité, donc on est vraiment ici dans la quintessence du portrait pop, à la fois simplifié et exagéré. C'est une façon de rendre hommage à ce jazzman célèbre, mais on a aussi vraiment ici, entre Hince et Rosenquist, vraiment ce sentiment de cette circulation de part et d'autre de l'Atlantique, de ces idées qui naissent alors autour du pop. Alors ici, nous sommes face à une œuvre phare des collections, la Dauphine de César. Alors César, c'est un artiste qui est né à Marseille, qui est vraiment un des membres très actifs et très célèbres des nouveaux réalistes, donc ce versant français du pop. César a travaillé très tôt avec les voitures, avec le métal, la carrosserie. Dès 1959, il imagine faire des compressions, c'est ce qui va le rendre célèbre, et donc il va travailler dans des casses automobiles avec des presses qui vont lui permettre de faire de sortes de grands totems qui compressent de manière dirigée finalement ces éléments de ferraille. Ici, on a un des 3 seuls exemples au monde de compression à plat d'une dauphine. Donc il l'a imaginé en 59, mais il n'a pu la réaliser qu'en 1970. Et donc cette grande dauphine très spectaculaire est ici érigée dans le musée comme une sorte d'idole de cette époque. Alors il faut se replonger aussi dans ces années 60. On est en plein boom de l'industrie automobile. Les voitures se démocratisent aussi. On n'est pas tout à fait au niveau de sécurité routière qu'on connaît aujourd'hui, et donc chaque jour dans les pages des journaux, les chroniques, les faits divers sont défrayés par des accidents plus spectaculaires les uns que les autres, des anonymes, mais aussi des célébrités. On peut penser à James Dean, à Albert Camus. Il y a aussi le cas célèbre
de Françoise Sagan, qui était bien connue pour aimer traverser Paris à toute allure à bord de son Aston Martin et qui a fait quelques séjours à l'hôpital. Donc il y a une sorte de culte de la vitesse, de culte de la voiture qui est un peu général, et les artistes vont finalement travailler aussi autour de cette image de la violence et de la beauté née de l'accident. Et donc c'est vraiment ce cas que nous avons ici avec César, mais qu'on va retrouver aussi avec John Chamberlain. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Américain John Chamberlain s'intéresse lui aussi à ces rebuts de l'industrie automobile et à ces éléments métalliques, et il va donc travailler avec des carrosseries récupérées, mais par rapport à César, il va ajouter un geste de peintre, il va remettre de la couleur sur ces éléments récupérés et faire des assemblages qui sont aussi des compositions picturales. Donc là encore, on voit comment à cette époque circulent les idées, les informations entre les artistes et comment finalement ces deux mouvements sont jumeaux de part et d'autre de l'Atlantique. Alors quand on parle du pop, il y a évidemment un pape, c'est Andy Warhol. Alors Andy Warhol, il a eu d'abord une carrière dans la publicité et il va garder en fait cette sorte d'efficacité visuelle et de l'adresse d'une certaine manière. Donc il va utiliser aussi bien des sujets très triviaux. Il est connu notamment pour ses fameuses Campbell Soup, ses boîtes de conserve, mais aussi pour ses portraits de célébrités comme Liz Taylor ou Marilyn Monroe. Il a aussi fait toute une série qu'il a appelée les Diamond Shoes, et ici on a des Diamond Dust Shoes, qui sont des images d'escarpins agrandis démesurément et présentés sous toutes les coutures. Finalement, on est vraiment ici dans la vitrine d'un magasin. Il a rehaussé ses chaussures de couleurs assez flashy, assez extraordinaires, et de paillettes. Warhol va vraiment aussi utiliser les paillettes comme un matériau à part entière de la peinture, ce qui va accentuer le côté glamour de ces escarpins et la désirabilité en fait tout simplement de ces objets. Donc il joue vraiment aussi sur ce rapport entre désir de possession que peuvent avoir les consommateurs de l'époque et puis cette forme d'attractivité visuelle de l'image. Donc il est complètement dans ce registre-là de cette société de consommation en pleine expansion. Nous sommes ici face à une œuvre monumentale de Villègle, un artiste français qui s'est aussi tourné vers l'univers de la publicité, mais lui s'est plutôt intéressé finalement à ce qui reste dans la rue. Il a fait plutôt des sortes de beauté volée de ces affiches qui se superposent les unes les autres, qui sont arrachées au gré du temps ou par les passants. Et à partir de 1949, il se promène dans les rues des différentes villes où il séjourne et il va déposer comme des fresques précieuses finalement ces témoignages de la vie urbaine. On a ici un format monumental qui porte le nom de l'endroit où l'artiste l'a pris, c'est le boulevard Saint-Martin en 1959. On est devant un format extrêmement spectaculaire, presque comme si nous étions face à une peinture d'histoire, mais nous avons ici finalement le résultat accidentel et presque archéologique de couches superposées d'affiches et d'annonces de publicité de l'époque. Chez Mimo Rotella, qui est un autre affichiste italien, le procédé est le même, mais le sujet diffère. Rotella s'est beaucoup passionné pour l'univers du cinéma, que ce soit Hollywood ou Cinecittà, et il a énormément détourné les affiches de cinéma, et on voit ici, parmi ces déchirures et ces lacérations, la figure de Marilyn qui apparaît. Alors Marilyn Monroe, c'est vraiment la figure par excellence pop. Elle va être reprise, démultipliée aussi bien par les artistes hommes que les artistes femmes de cette génération. Et après 1963, date de sa mort dans des circonstances qui sont restées troubles, eh bien son mythe va encore grandir et son image va être démultipliée par les artistes pop. Andy Warhol disait d'elle que ses lèvres seules suffisaient à la faire reconnaître. Nous sommes ici devant une œuvre d'Armand qui s'appelle, avec beaucoup d'humour, Le village de grand-mère. Armand a inventé entre la fin des années 50 et le milieu des années 60 un grand nombre de gestes qui ont été vraiment révolutionnaires dans l'histoire de l'art. L'un de ces gestes, c'est celui des accumulations. Il a commencé à travailler sur cette idée de la profusion d'objets qui étaient rassemblés dans une boîte ou dans un élément de plexiglas. Un objet unique a une singularité, une identité.
mis en masse, il évoque évidemment la profusion, la production en série et perd cette singularité. Donc Armand a vraiment joué avec ça, avec l'esprit de production de son époque. Il est aussi un des premiers à commencer à porter un regard critique sur cette société nouvelle et à évoquer la question de l'obsolescence des objets et de l'obsolescence programmée. Ce qui est vraiment venu très tôt, c'est des débats aujourd'hui qui nous animent beaucoup, mais que Armand effleure déjà dès le début des années 60. Ici, il le fait avec particulièrement d'humour, puisqu'il utilise un objet qui est déjà en voie de disparition. Ce sont des moulins à café traditionnels qui commencent à être remplacés dans les espaces domestiques par des moulins à café électriques. Donc cet objet est coupé en deux, rassemblé dans cette boîte, et finalement il figure déjà presque au niveau des musées archéologiques ou ethnologiques, et il s'amuse à rassembler le tout et l'intitule Village de grand-mère pour bien montrer finalement ce monde en train de se transformer et un monde qu'il a connu qui est en train de disparaître d'une certaine manière. Alors, nous sommes ici devant une autre œuvre d'Armand. Dans la foulée de ses accumulations, il va réaliser ce qu'il appelle des poubelles, qui ne sont autres que des accumulations de déchets organiques ou autres, qu'il va enfermer dans des capsules de plexiglas, presque comme si c'était des capsules temporelles. Donc on pourrait imaginer une sorte d'archéologue du futur qui, en grattant les strates des années 60, tout à coup pourrait retrouver les traces de ce qui a été consommé à cette époque. Et c'est véritablement sur ce registre-là que Armand joue. On a ici une poubelle qui n'est pas anodine, elle date de 1969, c'est une poubelle dite de Andy Warhol, puisqu'on retrouve ici un certain nombre de produits dont on peut imaginer qu'ils étaient consommés par Warhol. Il y a des paquets de céréales, des sodas, des paquets de cigarettes, bref, tout ce qui fait un quotidien. Et Armand a véritablement mis ça sous cloche et gardé presque un témoignage, évidemment pas le plus flatteur, mais un témoignage de cette époque. Donc ça va vraiment dans ce registre de l'obsolescence qu'il commence à exploiter à cette époque-là, avec finalement ce revers sombre de cette société de consommation émergente. Ce clin d'œil à Warhol montre là encore la continuité d'échanges entre ces artistes européens et notamment français et ces artistes américains qui n'ont cessé de s'observer, d'échanger leurs idées pendant cette période. Voilà, donc il y a bien d'autres œuvres dans cette salle à découvrir, je l'espère le plus vite possible en vrai. En tous les cas, vous êtes chaleureusement invités à venir parcourir les salles de ce musée et à découvrir ces témoignages des artistes sur une forme de célébration et fascination de ce qui a été un merveilleux moderne, mais déjà le début d'un regard critique sur une société prédatrice qui voulait déjà toujours plus.